bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Ouais. Oh putain, je me suis approché un peu trop du micro, je pense, pardon. Ça saturé comme un porc. Bon, je suis toujours le doc et je suis toujours accompagné de mon camarade. Néo, toujours, non, j'ai été absent la précédente, donc voilà. C'est vrai. Mais cette fois, je suis de retour pour vous Et jouer il un va mauvais mieux. tour. Et Ah il ouais. va mieux. Ouais, je risque de tousser peut-être, je m'en excuse, mais on verra. Ah, mais les Oula là. algorithmes Ils d'intelligence supprimeront la toux. artificielle supprimeront totalement Tatou. Putain. Le groupe Comment Tatou Non, bref. Oui, c'est ça. Toutes les choses qu'elle disait. Eh ben, on attaque cette émission sur le jeu vidéo. On revient, hop, cette fois-ci, sur le jeu vidéo. Nous sommes dans les locaux de Ubisoft. À nouveau, Montpellier. Et effectivement. on les en remercie, d'ailleurs. Une émission qui va faire partie d'un diptyque, finalement. Diptyque. Ça va faire partie d'une émission en 2 parties, si on peut dire. Alors bon, normalement, c'était la prochaine qui devait être la première. Mais bon, on s'est dit que finalement, l'ordre importait peu, c'est pas très grave. Et on va se concentrer sur la conception pure du jeu. C'est-à-dire que vous avez rien, vous êtes chez vous, vous êtes là, mais putain, mais je veux faire un jeu vidéo, moi. C'est hyper facile, non? Tout le monde fait ça aujourd'hui. Bah ouais, bah en fait, vous allez voir que c'est pas si simple. Bon. Et donc, on a 2 premiers invités cette semaine, on aura 2 autres la semaine prochaine, qui font tous partie de ce qu'on Pas la semaine appelle prochaine, le mois prochain. le mois prochain pour les Voilà, auditeurs, bien évidemment. évidemment. Et donc, tous ces 4 personnes font partie de ce qu'on appelle une core team. Vous allez voir ça dans quelques minutes. Mais avant ça, et avant de présenter nos invités de renom, je fais ma petite page de pub. Bah, vas-y. C'est ça, je te vois, tu me regardes et tu me dis: Bah «Mais oui, vas-y, oui, mais oui, j'attends. parle-en, on attend que ça». Bon, on fait ça très vite. Vous savez que la meilleure manière de partager, de faire parler du podcast, c'est déjà donc de le partager, d'en parler sur les réseaux. On fait ça bénévolement, on n'est pas là pour la moula. Mais si vous avez de la moula et que vous savez pas quoi en faire, déjà, il y a de quoi, il y a du mécénat si vous voulez, hein, il y a un PayPal, il y a un Spreadshirt aussi, qui est vieux comme le monde. Je pense que ce serait peut-être pas mal qu'on On va peut-être le poussiérer un petit peu. Je pense à un qu'il a moment. 6 ans dans les dents. Ouais. Et surtout, il y a un Patreon qui vous permet d'accéder à la deuxième partie de l'émission qui s'appelle le CG Beers, qui est une deuxième, une petite, un dessert, on va dire, un dessert sur le gâteau de cette émission. C'est une friandise. Voilà. Et oui, il y a 3 paliers, donc junior, middle et senior. Le junior est à 1 € par émission, le mid 2,50 € par émission et le senior à 4,17 €. C'est la conversion dollar-euro qui fait ça. Et donc, plus vous montez dans le palier, plus vous avez accès à des choses comme un Discord pour les seniors notamment, où vous pouvez discuter avec nous demander des retours sur les émissions. Il y a tous les seniors du coup qui discutent aussi entre eux, qui s'échangent pas mal de choses. On a encore eu des courts-métrages qui ont été partagés et tout récemment, donc ça c'était vraiment très cool. Et voilà, ça vous donne les émissions une semaine en avance. Et puis surtout, ça nous soutient et c'est vraiment cool. Ça nous permet de continuer après ces 6 années bien entamées maintenant. Ouais. Donc De voilà. continuer tout ça. À savoir que vous deviendrez donc des patriobipèdes, donc votre QI montera à peu près, en général, on essaye que ça monte à peu près de 20%, que vos compétences professionnelles également montent un petit peu de 20% et le salaire qui va avec. Voilà, mais on ne vous garantit rien, bien entendu. Ah bah non. Surtout en ce moment. Alors par contre, en parlant de salaire, etc., oui, juste une petite chose aussi, parce qu'à chaque fois j'oublie. Si vous êtes patriobipède depuis quelque temps, pensez à regarder si votre carte bleue est toujours valable, parce qu'on a des patriobipèdes qui sont toujours là et qui nous soutiennent et on les en remercie, on les embrasse, etc. Mais les cartes bleues ont expiré, ou voilà, il y a eu un souci, un machin, et du coup, bah pouf, il n'y a plus rien qui sort. Donc, pensez juste à jeter un coup d'œil, à dire, tiens, ça fait longtemps, je crois que j'ai pas été prélevé, je vais regarder quand même, ou voilà, ne serait-ce que jeter un œil. Et puis, en parler autour de vous. Alors, pas de votre carte, hein, mais du podcast. Voilà. Bon, sur ce, on attaque. C'est parti, petit Néo. mon kiki. C'est parti. Non, moi, c'est Doc. C'est parti, mon doc. Est-ce que tu peux nous présenter les invités que nous avons autour de la table, Bien sûr. s'il te plaît? Donc, comme je le disais, nous avons 2 invités de renom et qui font partie donc ce qu'on appelle une core team, donc la team centrale d'un jeu vidéo, en l'honneur et en la présence de donc ma phrase ne veut absolument rien dire. Mais vous allez voir que leurs noms, les uns derrière les autres, ne voudront rien dire non plus, puisque nous avons Jean-Christophe et Christophe. Donc Jean-Christophe Alessandri, bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Pic, bonsoir. Hello. Donc tous les deux, vous allez nous parler de comment est-ce qu'on fait naître finalement l'univers d'un jeu,
quand je parle d'univers, on va parler aussi bien du level design, donc de construire le monde factuellement, de vraiment dire là il y a une tour, là il y a une rivière, là il y a machin, là il y a bidule, là j'ai envie de mettre des plateformes, là j'ai envie de faire une course de voiture, je sais pas, n'importe quoi. Et Jean-Christophe, parce que là c'est plus la partie de Christophe Pic du coup, qui est beaucoup plus dans la conception. Comment tu pourrais dire? D'ailleurs, vas-y, vous savez quoi? Présentez-vous tous les deux, en fait. Parti, je suis en train de faire leur présentation. Voilà. Ouais, Mais c'est juste pour finir, voilà, cette émission sera concentrée sur le world building, comme on pourrait dire en anglais, donc la construction d'un monde, aussi bien d'un point de vue artistique que d'un point de vue conceptuel et technique pour un jeu vidéo. Voilà. Waouh, ça c'est bien. JC, je vais te laisser te présenter en premier. Écoute, Tu as plus d'expérience, c'est pour ça. Jean-Christophe. Non, t'es pas plus. Ah, si, peut-être. c'est plus. On est deux vieux. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Alessandri, je suis directeur artistique ici au studio de Montpellier, Ubisoft Montpellier. Et je travaille depuis un certain nombre d'années avec monsieur Christophe Pic, ici présent. Voilà, et ça fait à peu près un peu plus de 30 ans que je travaille dans l'industrie. T'as Voilà. commencé en tant que directeur artistique direct? Ah non, j'ai commencé en tant que passionné lycéen. J'ai eu la chance de faire un jeu qui a été édité. Donc là, j'étais encore donc au lycée. Et puis après, de fil en aiguille, j'étais embauché dans une, puis deux sociétés de jeux vidéo. Et puis enfin, j'ai atterri à Ubisoft. Et voilà, et ça fait un certain nombre d'années maintenant. Vas-y, une date. Combien d'années? Combien d'années en tout? À Ubisoft? À Ubi, ouais. À Ubi, alors c'était en 2 temps puisque j'ai dû arriver en 95 à Ubi, je Ouais. crois, et que j'ai quitté en 99. D'ailleurs, avec Christophe Pic, un complice, voilà, et d'autres collègues pour fonder notre propre studio qui s'appelait Tiwak. Voilà, on a développé un jeu pendant quelques années pour Microsoft. Et ensuite, en 2003, je crois. Ouais, 4. Ouais, 2004. On a été racheté par Ubisoft. Ah. Et donc, on est revenu à Ubisoft. Donc, Ah oui, le studio a été racheté, c'est pas vous. Non, enfin, nous, par la même occasion. Vous étiez dans le package, ouais. Voilà, on était dans le package, pas extension. Et voilà, et donc, depuis 2004, voilà, donc ça fait déjà 20 ans, plus les années d'avant. Donc, je sais pas, ça doit être 25 ans chez Ubisoft, quoi. Quand même, pas hein. loin, quoi. Quand même. Ouais. Et Christophe, même parcours du coup? Je suis depuis aussi longtemps? Ouais, moi, moins longtemps quand même. Je suis arrivé en 97, 2 ans après, t'imagines? le petit 2 ans jeune. après à Ubisoft. Donc moi, juste pour présenter, donc je suis responsable du level design et du world, mais bon, on va un peu préciser. C'est un peu vaste comme terme. Et donc moi, je suis arrivé en 97. Je suis arrivé sur Rayman 2 en fait à Ubi. Donc après, forcément, on a eu le même parcours parce qu'on a fondé notre boîte et tout ça. Avec Jean-Christophe, Ouais, avec JC, c'est ce dont Jean-Christophe parlait. Et donc sur Rayman 2, et moi j'ai commencé comme graphiste en fait. J'ai pas du tout de formation artistique, tout ça, mais j'ai commencé comme graphiste. À l'époque, Ubi, c'était Ubi Pictures, et c'était vraiment un studio qui était principalement un studio d'artistes et de graphistes. Et les parties plus gameplay, à part les 3C, enfin les contrôles du personnage, tout ça qui était fait en partie ici, pas mal de la plus grande partie, c'était fait à Paris, en fait. Voilà. En tout cas, Des assets, en fait, tu veux dire les assets, mais surtout le level design, Ah ouais, ok. les gameplay elements, les ennemis, tout ça. Il y a une partie qui était faite ici, avec quelques programmeurs ici, mais c'était principalement des artistes sur Montpellier, et la direction créative. Il y avait Michel, qui était Michel D'accord. Ancel, qui était ici et qui... Oui, parce que quand tu dis graphiste, finalement, ça veut tout et rien dire, c'est un peu vague. Ouais, mais peut-être. Alors, à l'époque, ça englobait quoi? Ouais, à l'époque, on faisait pas mal de trucs quand même. Moi, j'ai bossé en gros sur de la modélisation de personnages, modélisation de décors, et sur les ou d'éléments de jeu en fait. Et je faisais la modélisation et les textures. Je faisais pas les textures sur les décors. Ça, c'était JC qui était maître en la matière. Et Ça a pas l'air très enjoué. Si, non, c'était super. pas En du fait, tout. c'était plus simple, c'était en low poly et tout, donc on faisait les textures sur les persos, tu faisais le rigging, voilà, tu faisais beaucoup de choses. En fait, si tu veux, les métiers étaient moins splittés qu'aujourd'hui, Ouais. moins Plus généraliste. Ouais, beaucoup moins spécialisés. Et donc, effectivement, on était assez polyvalents. Tu pouvais construire
Voilà, comme a dit Christophe, faire un personnage, travailler sur un décor, des textures, construire un prototype de map, etc., etc. Donc, Et vous avez fait des études pour ça? Il y avait des écoles, enfin, c'est pas non plus, l'âge de pierre, mais pas loin. Ouais, Alors, l'âge de cire? moi carrément pas en fait. Hein. C'était, il y avait pas d'école. Ouais. Donc Et vous avez appris comment? sur le tas, en faisant. Putain. Mais avec vos machines à vous ou entre Bah, je pense qu'on a lycée? peut-être une histoire, des commencements un peu parallèles, quoi. Moi, j'ai commencé chez moi avec un Atari ST et un logiciel qui s'appelait Dega Elite, je crois. Donc au pixel, Comment tu etc. Dega Elite, Dega c'était Elite. un logiciel pour dessiner sur Atari ST. Mhm. Et puis après Amiga, Deluxe Paint, etc. Donc en fait, toujours en étant passionné, on apprend soi-même. Et puis à l'époque, il n'y a pas forcément de tutos sur YouTube. Puisque YouTube n'existait pas. puisque Internet n'existe pas. C'est vrai. C'était encore à l'état Simplement. embryonnaire. Et donc, tu apprends en regardant d'autres jeux. Et moi, pour ma part, j'ai beaucoup appris en regardant les magazines, en fait, les magazines de l'époque, donc, Tilt notamment, Oh là et là. en regardant les photos d'écran et en essayant de recopier au pixel ce que je voyais, quoi, tout simplement. Incroyable. Donc, Alors, c'était est-ce comme que ça. je peux donner une petite Christophe, anecdote quand bien même, sûr. c'est pas mal. Vas-y, J'ai une vas-y, bonne vas-y. anecdote Ah oui. là-dessus parce que comme je disais, alors moi je faisais pas du jeu avant, mais pareil, j'avais un Atari, tout ça, bon, toute la culture arcade, on a traîné dans les salles d'arcade et compagnie. Et moi j'étais plus dans le milieu de la démo, les démo makers en Oh fait. putain, ok. Voilà, donc je faisais du graphe. Hein. Donc il y a toute une scène à l'international, enfin pas mal européenne quand même. Donc on faisait des coding parties, des démo parties. On se retrouvait pour 3 jours un peu partout en France ou à l'étranger. On en avait parlé dans l'émission de Mercenaries. Ah oui? Oui, Je m'en souviens oui, pas. oui, puisque notre invité... Des démos, tu veux dire? Oui, La des démo démos. sim. Notre invité, Benjamin, était démo maker également. Ouais, à l'époque, ouais. Ben, moi, là, j'ai pas mal appris, forcément, parce qu'il y a le côté team, hein, quand même. Il y avait des codeurs, des musiciens, tout ça. Fallait s'entendre. On avait des productions, on faisait des méga démos et tout. Donc, il y avait un peu de level design dedans et tout, déjà. Et donc, pour revenir sur l'anecdote, la fameuse, c'est que quand je suis arrivé à Ubi, JC a fait une soirée chez lui. Et on a discuté pour la première fois, je pense, à ce moment-là. J'étais arrivé depuis quelques jours. Et donc, JC m'a gentiment demandé mon parcours. Et tu ne te souviens pas? Non. Et- Non, mais c'est vrai. Bah, enfin, et en fait, j'attends la suite avec et il me dit, C'est juste comme connerie. me dis pas maintenant, c'est pas de l'acheter. Non, et en gros, c'était rigolo parce que moi, JC m'a parlé de son parcours, que je connaissais pas. Et il m'a dit, mais je travaillais sur préhistorique. Et là, moi, d'un coup, ça a fait... C'était un jeu que j'adorais visuellement, en tout cas. Et là, j'avais quand même l'artiste avec moi à côté. Incroyable. Petit Et côté fanboy. Voilà. Et je lui ai dit, écoute, c'est fou. Je copiais sur Tilt. J'ai travaillé sur un jeu qui s'appelait Samurai Quest avec des anciens potes Demo Maker. On faisait ça quand j'avais 15 ans à peu près. Et donc, il y avait des rochers sur une des maps. Et je kiffais trop les rochers que j'avais fait. Les nuages étaient excellents. Mais vraiment. Hein. Et alors, j'ai commencé à pomper au pixel. Et là, JC, il me fait, moi, je faisais pareil avec Wonder Boy. Et ben voilà. Eh ben, Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'était mortel. Ouais, à l'époque, de C'était vraiment toute façon, rigolo. les maîtres, c'était japonais, dans les jeux d'arcade, Ah ouais, oui. Capcom. Capcom, Namco, Capcom tout en haut de la pyramide, et puis après les autres, Ouais. etc. Et ça, c'était vraiment... T'as vu, pour finir sur la démo scene vite fait, et après on revient au vrai Ouais. sujet, il y a Alex Pilote qui va faire un film là-dessus, qui s'appelle Démo. Il a Ok. fait un financement participatif qui a eu un gros succès là. Ok. Et ouais, ça va pas tarder à sortir. Je crois qu'il en a pour 3 ou 4 mois de tournage. Il veut faire un truc très 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 sérieux et qui parle profondément de qu'est-ce que c'était que la démocine, comment les mecs faisaient, etc. Voilà. Il y en a plein, j'en des reparlerai. anciens de la scène démo. Ouais, dans qui ont le... fait Il y en a ici d'ailleurs. Hein. Et puis, Nicolas je pense Carré. en connu, tu avais les Bitman Brothers, Les par Bitman exemple, Brothers, enfin, ouais, c'était- voilà, des stars de l'époque Ouais, qui complètement. étaient... Parce que finalement, c'est le début du temps réel. Est-ce qu'on peut dire ça? La démocine, c'est un peu le début de la 3D, mais aussi du temps réel. Ah non, mais moi, c'était même pas. Enfin, il y avait quand même de la 3D, mais Ouais. tu vois, c'était sur des bécanes. Moi, j'ai commencé sur Atari. Je sais pas si on a vu sur Amstrad peut-être la scène et tout ça. Donc, il y avait un peu de 3D, mais bon, c'était C'était pas Atari ça. Amiga, À l'époque, les gros trucs incroyables, c'était l'overscan, Ouais. les scrolls parallax. Enfin, c'était Des trucs enfin, en 3D. en 3D. Et là, quand t'avais de la Hmm. 3D, mais tu voyais une pauvre primitive qui tournait, t'es oh,
Ah ouais, c'est Regarde pareil. ça, Moi, mec. j'étais fasciné par ça et je me souviens, Ah ouais, j'avais c'est un truc de pote. fou, ouais. Alors moi, c'est pas un milieu que j'ai fréquenté, mais j'avais des potes qui étaient passionnés et qui des fois me ramenaient des disquettes et on était là, waouh, la nouvelle compile de démos sur Atari ST, machin. On était comme des fous. Je savais pas que mon ordinateur pouvait faire ça. C'était dingue. Ouais. Les programmeurs, c'était des sacrées tronches, hein. Puis les mecs, ils ont fini soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, quoi, à la NASA, quoi. Comme c'est vrai, en plus. Il fallait programmer le moindre truc. Enfin, Ouais, c'était voilà, barjot, c'était oui, pas rien le moindre- n'existait. le moindre Ouais, pixel, c'était il ça, fallait le Les faire, quoi. constructeurs comme Atari, je Ah pense ouais. qu'ils captaient même pas ce que faisaient les gars, quoi. Enfin, ils savaient pas que leur machine pouvait Ouais. cracher ça, quoi. Exactement ça. Mm. Et en fait, dans les démos parties, t'avais des boîtes de jeux qui venaient recruter, en fait. Les mecs qui venaient, ils traînaient dans les Silmarils notamment, tout ça. Ouais, Je ouais. me souviens de ça à Paris, à la Sanom, et les mecs qui venaient recruter, les programmeurs, ils savaient qu'il y avait des sacrés brutes qui étaient dans le coin, quoi. Donc, pour répondre à la question sur la formation, Ouais. posée tout à l'heure, oui. pareil, hein, comme je disais, voilà, la démo, quoi. Sur Ouais, le tas. ouais. Les salles Et- d'arcade et la scène démo. C'est Voilà. fou. Ouais. Et sur des magazines, quoi. Sur Ouais, des c'est ça, magazines papier où ouais. il y avait. Ouais, Et après, je me souviens de quand on a Listy, commencé énorme. à travailler dans des sociétés, c'était en apprenant, parce qu'en fait, on était aussi avec des gens finalement qui apprenaient eux aussi, quoi. Ouais, Parce oui. que Ouais. toi, C'était le c'était début du jeu vidéo. voilà, quand c'était même un médium super jeune, et donc tous les jours, t'avais des nouvelles choses à apprendre, une nouvelle technique, un jeu qui sortait. C'était vraiment, voilà, c'était des terres à défricher, quoi. On parle beaucoup de cette période, parce que là, on est quoi? On est en fin 80, début 90? Peut-être un peu après encore? Mi-90. Mi-90, ouais, mi-90. Et ces années-là, souvent, elles sont début- nommées comme étant des années où tous les mois, ou tous les 3 mois, il y a un nouveau truc effectivement qui arrive du Japon, ou qui arrive de je ne sais où, qui casse la gueule techniquement sur un aspect. Ça peut être du monde ouvert, ça peut être juste un modeling vachement poussé, ça peut être un genre peut-être nouveau qui débarque. Effectivement, tout le monde trouve En des tout cas, choses. c'est quoi. sûr qu'on scrutait tout ce qui arrivait du Japon, quoi. C'était un peu le fantasme. Ouais, Non, les, c'est vrai. euh, Puis il y avait eu Another World, non Yachaï, de- Eric Ah oui, Chahi, oui, ouais. Eric Chahi, qui ouais. est Ouais, arrivé à peu près à Ouais, cette complètement, époque-là, et qu'il avait complètement. fait tout seul. Il faut qu'on arrive à l'avoir, Oui. Eric Chahi. Hein. J'y travaille, mon Ah, petit moi, ami. je rêve de il l'avoir. est ici, il est à Montpellier. Hein. Ouais, Bah ouais, oui. On Puis va essayer on de a du l'avoir. monde. C'était sûr que c'était une claque. Hein. C'était, le voilà, roto- visuellement. Bref, le rotoscope. On en arrêtons est- de parler de préhistoire. Oui, s'il c'est vous ça. plaît. On en est loin de tout ça maintenant. Alors aujourd'hui, faisons un petit sommaire de l'émission qui va arriver. C'est où commence votre travail et où est-ce qu'il se termine concrètement? Si on devait vraiment trouver un point de démarrage et un point de fin, ce serait lequel pour vous deux, par exemple? Bonne question. La Bah, concept. je dirais, c'est si on parle de la vie, du développement d'un jeu vidéo, on parle de la conception, du début de la conception, jusqu'à sa sortie. Donc vraiment, surtout le jeu. Vous avez beau faire partie de la team Ouais. qui génère, Ouais. qui met la graine de départ, vous Mm. êtes là quand même jusqu'au bout. Ouais. Et alors, en ce qui me concerne, par exemple, tu vois, je peux commencer à travailler effectivement dès le début sur des références, des recherches, etc. Enfin, vraiment, on parle de la petite graine, comme tu dis, et jusqu'à la fin, qui peut être travailler sur sur un press kit, tu vois, sur du matériel de com, sur la jaquette, c'est le packaging du jeu. Donc ça va au-delà de la conception même du Alors jeu, que quoi. le jeu est fini ou il est en debug, on va dire, mais tu continues, voilà. Donc ça, c'est le spectre est assez large, quoi. C'est courant que le directeur artistique couvre tout ça, ou est-ce que souvent le marketing est quand même plus... Alors Tu vois, en ce qui concerne le marketing a sa propre équipe, ses responsables, ses artistes, etc. Ce que je peux faire moi, c'est soit préparer en amont des assets dont ils ont besoin, voire aider à les produire, travailler avec d'autres artistes, etc. Ou donner des inputs, par exemple, sur telle ou telle chose, puisque je suis censé être aussi un peu le garant, si tu veux, de l'esthétique ou de la charte graphique du jeu. Donc voilà, je peux les guider là-dessus. Mais c'est eux sont entièrement responsables. Enfin, je parle du marketing en l'occurrence. Oui, qu'est-ce qu'on montre sur la jaquette pour pas Ouais. soit spoiler le jeu ou garder un peu de suspense ou alors- mais en même temps avoir du mystère ou je sais pas. Ouais, à mon niveau, c'est plus, tu vois, les ingrédients principaux. Qu'est-ce qui Ouais. va refléter? Est-ce que le personnage est fidèle au personnage du jeu? Enfin, de toute façon, en général, on donne nos assets. Hein, donc, et après, eux font vraiment leur travail. C'est leur spécialité. Voilà. Et toi, Chris?
Bah, c'est à peu près, en tout cas sur la période de conception, c'est à peu près similaire, hein. Moi, ça couvre aussi tout le spectre, jusqu'à la sortie du jeu. En conception, bah, c'est le travail, bah, sur les fondations du jeu, les renforcer, bah, chercher des références et aussi partager les mêmes références, Mmh. qu'il y ait un alignement dans l'équipe, voilà, que tout le monde s'approprie un peu la vision. Et à la fin, pour ma part, c'est, vraiment tout le travail sur, les réglages, la balance du jeu, aller jusqu'au bout. Bah, on fait des playtests, le plus tardivement possible pour améliorer la qualité du jeu, améliorer son flow, son accessibilité, Quand tu parles de balance, c'est par exemple, balance au niveau des combats ou balance au niveau ouais, de visuel ou Oui, bah, d'ailleurs, non, non, là, c'est c'est un plus la anglicisme, partie mais ça veut dire équilibrage. ouais, l'équilibrage, Oui, ouais. Pour que les gens mais comprennent, l'équilibrage, Exactement, parce que mais balance. oui, c'est sur par exemple, sur les challenges, tu vois? Identifier s'il y a des pics de difficulté, si, des joueurs ont des problèmes à comprendre certaines situations, s'il y a des problèmes, bah, oui, d'accessibilité, donc travailler sur tous ces points pour enlever le maximum de friction, pour que, bah, il y a le meilleur flow possible dans le jeu, tu vois? Affiner plus tu avances, moins tu peux bouger forcément, mais taper les potards sur le rythme, tout ça, tu vois? tiens, Ajuster on va tout mettre un ça peu de jaune là-bas pour pour avoir la attirer ou bah, c'est tout ça en fait, ouais, il y a ouais. tellement de choses en fait, bah, voilà, c'est un médium qui laisse toute la liberté aux joueurs donc bah, il faut il faut répondre à tout ça donc Et alors comment vous faites? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous apporte ou une donc ce qu'il y aura dans l'émission, suivante, Exactement. une idée, un concept, une idée de monde, une idée de truc et il vous dit: «Voilà», alors il vous comment ça se passe? Il vous expose le truc et puis il dit: «Vas-y, maintenant, fais le monde, Fais de la magie. fais Mmh. ta magie». Alors c'est pas exactement comme ça que ça Je se me doute passe. bien. Je me Je doute fais que le débile un c'était une peu, fausse mais question. comment que ça se passe? Bah, on peut prendre il y a plein de cas concrets, hein. Si on ouais. prend, l'histoire de Prince of Persia, il y avait une opportunité de faire un nouvel épisode, du jeu et de refaire vivre un peu cette licence qui était un peu en sommeil. Heu, donc à ce moment-là, il y a une réflexion qui est faite. Il y a évidemment, au centre de tout ça, il y a, le directeur créatif ou game director, Mounir, que vous allez recevoir, je pense, la semaine prochaine, Exactement. qui est un peu en fait, le chef d'orchestre un petit peu de ça, quoi, et C'est l'équivalent du réal. oui, puis qui amène une vision, en fait. En Mmh. tout cas, qui a envie de la construire avec nous et donc C'est lui qui vient vous chercher du coup, pour répondre à la question de Doc? c'est pas forcément dans cet ordre-là. Je crois que peut-être que l'opportunité, elle est venue de Abdel, pour le coup, D'accord. le producteur du jeu, il me semble. Et lui, en fait, bah, c'est de toute façon, c'est un de ses jobs, c'est de réunir une équipe Mmh autour d'un projet. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a réunis, voilà. Il a fait en sorte qu'on se rencontre et qu'on travaille sur un projet en commun. Et du coup, de cette mise en commun d'idées, de choses, est née petit à petit une vision, quoi. Mais Et toi, du coup, quand est-ce que tu prends tes crowbars et que tu y vas? Et pareil, Chris, quand est-ce que tu commences à vraiment mettre les mains dans le cambouis? Combien de temps finalement dure ce brainstorm qui reste encore on va dire dans la sphère des idées et que d'un coup, quelles vont être les premières briques qui vont, si demain tu devais donner un conseil, vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui a envie de commencer et ouais. par où en fait finalement? Parce qu'on peut prendre ça par n'importe quel bout. C'est Et oui, c'est vrai. Après, du coup, il y a je pense que l'aspect échange entre nous est hyper important. Parce qu'en fait, finalement, avant de faire quelque chose de plus concret, que ce soit un sketch, c'était un artiste ou un prototype ou une modélisation ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait les idées naissent quand même dans ta tête, quoi, avant, et que tu aies des envies, en fait, et que toi, tu es une inspiration, en fait. Donc tu cherches l'inspiration et à ce moment-là, on se nourrit, mutuellement avec Christophe, on échange, on discute avec Mounir, avec tout le monde, en fait. Ces recherches de refs, Ça peut être recherche de rêves, c'est jouer à des jeux, c'est aussi se dire: «Ah bah tiens, heu, peut-être que ce jeu-là, cette proposition-là, peut fonctionner sous cet angle-là». Là, en l'occurrence, sur Prince of Persia, bah, il y a, très vite est arrivée l'idée du Metroidvania et à ce moment-là, ça fixe un cadre. Ça, tu dis: «OK, ça, c'est un cadre dans lequel tu peux commencer à créer et inventer des choses», quoi.
Parce que là, c'était une des questions qui arrivait après, c'était est-ce que finalement il y a des choses comme le genre, comme un texte ou j'avais mis quoi, ou une rêve visuelle effectivement, qui va venir figer tout de suite les choses. Au cinéma, j'ai l'impression que c'est un peu plus large. Il y a un scénar, on va dire, ou en tout cas au moins un pitch, et puis allez, quelques rêves visuels effectivement, et un mood board, on va dire. Mais ça reste encore relativement ouvert. Même souvent, on dit que les films, ils ressemblent plus du tout à l'idée du film de départ. Dans le JV, j'ai l'impression que quand même, il y a très vite un genre qui va venir s'installer, ou en tout cas un truc qui va venir un peu solidifier les bases. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on parle d'expérience, du joueur, quoi. Donc c'est surtout l'expérience qu'on veut donner. Donc ça peut être, relié, à la DA, à l'histoire, aux mécaniques du jeu, à la structure du jeu. Mais le but, c'est quelle expérience on veut délivrer, quoi. Et par rapport à ce que disait JC, alors moi, sur Prince of Persia, je suis pas arrivé au tout début. Donc il y a des choses qui étaient déjà posées. Mais en l'occurrence, quand, il y a plein de configurations, hein, je pense qu'on a vécu tous les 2 plein de configurations de genèse de projet, en tout cas. Mais quand il y a une graine qui est, par exemple, amenée, par un directeur créatif, et ben, le but, c'est, pour donner une image, la faire germer ensemble, la faire pousser ensemble et donc se l'approprier. Donc tout ce travail, de partage de références, parce qu'on a chacun nos références, tout, et on les relie, à cette proposition-là. Voilà, on va jouer à des jeux ensemble, on va lire des trucs qu'on s'échange et tout ça, et au fur et à mesure, voilà, on s'approprie ça et ça devient notre création, en fait. Et tes premiers trucs, du coup, c'est quoi? Les premiers trucs concrets que tu vas fabriquer, ça va être quoi? Une fois que vous avez mis en commun vos refs. Tu travailles sur tes fondations, donc selon le jeu, il faut, identifier, ce qu'on va avoir à prouver, en fait, hein, voilà, à démontrer. Donc cette fameuse phase, tu disais combien de temps on se laisse? C'est la phase de conception, et on se dit, pour délivrer l'expérience qu'on veut délivrer, on a besoin de, démontrer ça, 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 et il faut qu'on démontre que ça marche, voilà. Telle mécanique de jeu, ou telle façon de raconter une histoire, ou telle, direction artistique, et ainsi de suite, et ça, on va le démontrer dans la phase de conception. Le but, c'est des proof of concept, hein. Il faut qu'on se dise, «Ça y est, maintenant on sait que ça marche», et selon les parties, pour être sûr que ça marche, il faut l'exposer, c'est-à-dire qu'il faut le confronter à un public. Mais le proof of concept, c'est pas surtout pour le game design? Enfin, je veux dire pour les mécaniques de jeu, les sensations, non? Ça peut être aussi pour l'art, enfin pour le building de l'univers? Pour le building de l'univers, voilà. Par la construction de Effectivement, tout ce qui est mécanique de jeu, tout ça, ça, effectivement, le proof concept ou la structure du jeu, comment ça va s'ouvrir, tout ça, voilà. Il faut arriver à le démontrer. Après, sur la partie, effectivement, world building, c'est-à-dire que, nous, on va développer, si ça dépend de quoi on part aussi, hein, si on part de rien ou... En l'occurrence, on parle de quelque chose qui est hyper référencé, Ouais, puisque En gardant Prince of Persia, dans ouais. l'exemple de Prince of Persia, c'est une licence très connue. Enfin, je veux dire, elle a déjà un ADN, elle est Ouais. codifiée. Donc Oui, puis c'est pas, pardon, je te coupe, mais c'est pas un univers complètement fantasmagorique. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est basé justement, Prince of Persia, donc c'est la Perse. Et puis après, tout ce qui exactement, est il y a artistiquement, la voilà. Mésopotamie, Donc c'est etc. finalement, Enfin, c'est comme si tu devais finalement improviser sur un thème qu'on t'a donné, tu vois? Et en essayant de dire, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau à partir de ces ingrédients-là. Ces ingrédients-là, ils sont imposés. Tu vois, on t'a filé tel instrument, tel truc, maintenant débrouille-toi. Et essaye d'amener quelque chose de neuf, de ta propre vision, ta propre interprétation de Prince of Persia, quoi. Tout en respectant l'héritage. Et sans jamais trahir, évidemment, en étant dans la continuité, si tu veux, naturelle de l'histoire de Prince of Persia. Voilà. Et ça, que ce soit pour un jeu comme ça qui est déjà dans un univers, ou un remake, ou une nouvelle licence, finalement, ça finit par se traduire forcément par des crowbars à un moment donné, ou est-ce que c'est plus, par exemple, typiquement, si on va vraiment dans ta fabrication pure, tu vas plutôt avoir tendance à avoir des esquisses, des grands... Tu sais, est-ce qu'il faut te voir comme un peintre qui lance ses pinceaux contre les toiles Maudit, mais un peintre maudit, ouais. Ou est-ce que, tu vois, et puis pareil pour Chris, est-ce que tu vas direct dans un moteur
à proprement parler de jeux vidéo et tu commences à tout de suite mettre des plateformes, à faire sauter des personnages, à faire des montagnes? Est-ce que tu fais un monde entier et après tu vas prendre un perso et tu t'amuses dedans? Ou est-ce que tu fais plutôt des petits blocs et que tu fais des Lego et tu t'amuses, quoi? Bah, en fait, Enfin, tu t'amuses, voilà, pour si s'en je prends garder. l'exemple, ouais, toi, dans le cadre d'un Prince of Persia, tu as quand même une espèce de challenge aussi, toi. Il y a un côté un peu intimidant quand tu t'attaques à un truc, voilà, qui est un sommet qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. On parlait d'Eric Chahi, mais Jordan Mechner, c'est pas Voilà, c'est un des grands créateurs de voilà, du jeu, ouais. donc il faut quand même prendre le truc à bras le corps. Et moi, je pense qu'on fonctionne tous de façon différente Bien pour sûr. aborder un truc comme ça. Moi, je sais que j'ai besoin de chauffe, quoi. J'ai besoin chauffe? oui, c'est-à-dire d'un tour de chauffe. J'ai besoin de me décoincer. Tu vois, OK. j'ai besoin d'explorer des trucs, de faire un peu n'importe quoi. Mais tu vois, pour ressentir un peu le truc, quoi. Et Et tes c'est outils, souvent ce serait quoi là, à ce donc en moment-là? faisant que du jeu table, quoi, Ouais. en dessinant, en faisant un truc, puis en essayant de faire des connexions aussi entre, en me disant: «Ah bah tiens, j'aime tel film, telle histoire, telle musique, telle ambiance, tel style et je pense que ça pourrait fitter». OK. Tu vois? Et que la connexion pourrait se faire et que à travers cette connexion-là, peut-être que au final, je vais pouvoir amener quelque chose, De neuf. de neuf, puisque Mmh. c'est quand même le but, quoi, hein. Voilà et donc je sais pas moi je prends un exemple là sur l'esthétique on va dire globale, c'est vrai qu'on avait cette envie de moderniser aussi un peu. C'est marrant parce qu'à la fois on allait, chercher, attaquer des périodes, de la Perse qui avaient jamais été abordées dans Prince of Persia, donc c'est l'empire achéménide et cetera. La religion aussi qui est associée et cetera. Et en même temps apporter quelque chose d'assez nouveau, en disant: «Tiens, on peut aller chercher des influences dans le street art Ah oui, oui. ou dans le comics» ou tu sais très bien, tu es très bien placé pour savoir, dans les animés. Oui. Voilà et donc tu dis: «Ah tiens, on va tenter un mariage, en fait» et ce mariage-là, si la sauce, elle prend, ça peut être hyper intéressant, quoi et en C'est fait, pas on a essayé de dit comme construire ça, c'est pas évident. non, C'est clair. mais ce qui est intéressant, je trouve dans n'importe quel process créatif, c'est que chacun arrive avec son histoire, sa culture. Et du coup, ses envies, quoi, tu Ouais. vois? Et c'est finalement, c'est tout ce petit monde se rencontre et essaie de faire naître quelque chose, voilà. Et c'est là où après tu fais appel à tu vas faire des collages, tu vas Et voilà. faire, de la peinture, tu vas faire Oui, puis même écrire un truc, je sais et pas, je pourquoi vais pas? aussi, assez tôt travailler avec d'autres personnes. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui est hyper important. Quelles autres personnes? Là, alors il y a une personne qui était très importante sur Prince of Persia qui s'appelle Omar Sabrou, qui est un concept artiste, très, très talentueux. Et qui arrivait, dès le début quasiment, hein, du projet et avec qui j'ai énormément, travaillé en fait. On a travaillé ensemble et on a construit un peu, autour de l'esthétique, du jeu en échangeant, voilà et ça c'est en fait, évidemment quand tu commences, tu sais pas où tu vas aller quoi, tu vois? Et tu vas chercher et finalement, c'est pas, tu dis: «Bah, ouais», quand tu travailles avec des gens, tu dis: «Bah, on va chercher ensemble en fait». Du coup, Tu c'est vois? pas Et tu on fais va un essayer dessin, tu vas chez toi pendant 3 jours, tu reviens, voilà, j'ai ça. C'est plus vous faites des ping-pong comme ça avec chacun qui redessine sur le Voilà, dessin de on l'autre essaie et tout? d'établir des thèmes, C'est cool ça. et de s'inspirer mutuellement. En tout cas, je pense une des missions d'un directeur artistique, c'est d'inspirer les autres, quoi. Mmh. Toi, d'essayer d'inspirer les autres, en tout Mmh cas. mh. Et du coup, de faire en sorte que, voilà, il y ait des choses qui se déclenchent et puis, du coup, toi, tu te nourris aussi de ce qu'a fait l'autre, l'artiste, un LD. Enfin, après, toi, c'est, Oui, je suppose que Christophe s'est inspiré de ton travail Ouais, pour bah, bâtir le monde. Christophe Ouais, ouais, ouais. enfin, on s'inspire mutuellement. C'est-à-dire Christophe va travailler sur, une séquence de jeu, sur, une topologie, sur une histoire qu'il va raconter. Parce qu'en fait, Bah, lui comme moi, on raconte des histoires, en fait. alors vas-y Voilà. Christophe, comment tu racontes une histoire quand tu as rien, finalement et qu'il est en train de faire ses dessins là, comme un enfant de 2 ans? Je dis ça en rigolant évidemment avec beaucoup Ouais, de ouais. d'amour. Bah, ça se peut partir de plein de choses, hein, mais j'essaie de remonter un peu tout au début de La page blanche. la question, tout Ouais. ça, mais non, je reviendrai sur ta question. C'est, effectivement, il y a un travail intéressant, c'est, bah, là, dans le cadre de Prince of Persia, c'est de dire, bah, voilà, il faut respecter, l'œuvre, et aussi se dire, bah, c'est quoi qui faisait, sa force, c'est quoi les éléments signatures et aussi,
où nous on veut l'emmener et aussi qu'est-ce que les joueurs veulent retrouver, tu vois, de ces expériences-là. Pas trahir ça aussi de l'expérience du jeu, quoi. Donc du coup, c'est déjà, pour ma part, c'est prendre le temps de jouer à tout ce qui a été fait sur tous les Prince of Persia, voilà, pour vraiment, voilà, tu te l'appropries aussi un peu et commencer, comme on disait, à faire des collisions, quoi, des collisions qui peuvent générer en fait de nouvelles choses. Ça peut être de la collision sur certaines mécaniques de jeu qu'on va essayer de glisser dans Prince of Persia et qui vont être assez inattendues, ou un type de structure. Là, on a amené le Metroidvania dans Prince of Persia et voilà, mais tout ça l'amène autre part, quoi, pas la DA et tout ça aussi. Et après, je ne sais plus ce que je disais. Parce que en fait, l'idée c'était. C'est bien dit en tout cas. L'idée c'était t'as un game director qui arrive avec une vision et toi du coup comment tu commences à fabriquer des choses déjà. Ouais, alors oui. T'as vu, tu me souvenais de la question. Pas con, hein. T'es gardant là-dedans. Et non, c'est en fait, effectivement, il y a un temps, un peu comme JC, tu as un moment, voilà, le temps de prendre tout ça, le digérer, ce que je disais en jouant au précédent opus. Toi, tu croises avec tes envies, tu croises avec tes références, ce à quoi tu as joué et tout. Et après, tu commences à faire des tests et c'est autant macro que micro, quoi. Moi, j'aime bien avoir des réflexions, sur la structure et me projeter sur qu'est-ce que ça va être, l'identité de chaque zone, comment on va pouvoir surprendre le joueur dans cette zone-là, comment elle va contraster par rapport à l'autre, parler de variété, de rythme, de difficulté, mais aussi aller taper, garder vraiment les mains dans le cambouis. Ça, je pense, c'est un peu propre à notre équipe, vraiment rester connecté, les mains dans le moteur et tester des choses, quoi. Et ça vient forcément quand il y a des programmeurs, parce que je sais pas, programmer tout seul, ça va pas très loin. Mais à partir du moment où tu commences à avoir un peu de matière pour faire joujou avec, et c'est vraiment important pour moi d'aller vraiment tester le micro et même ouvrir même si je suis dans une période où je dois réfléchir à du plus macro, par exemple de la structure. On va dire la structure du jeu, je prends quand même un moment chaque jour pour allumer le moteur et me reconnecter avec l'interactivité, en fait, parce que c'est ça le cœur du truc. C'est un feeling en fait. Mais ouais, mais c'est manette vraiment en un main. feeling. Mais ouais, il y a plein de trucs. C'est un peu comme le dessin, tu sais, t'as des choses qui te passent parfois. Tu penses tu dessines un truc, et hop, ça te fait venir l'idée ou ça te fait venir une histoire et tout ça. Et là, quand tu joues, c'est pareil. Parfois, tu bloques, tu trouves pas d'idée et tout. Et juste, tu te balades avec le perso, là, tu le manipules un peu, plop, 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 et pop, il y a un truc qui pop. Ou un Et effet voilà. tarte-tatin, Et tu après, te bourres et puis d'un coup, hop, mais après, c'est quelle bonne toujours idée. des connexions bottom-up, top-down. C'est vraiment tout le temps ça. Et ça reste quand même assez longtemps. Et pendant ce travail-là, en fait, de ping-pong entre ces deux parties, petit à petit, tu commences à poser tes briques, tu poses tes fondations. Tu commences à solidifier ta vision, quoi. Et petit à petit, tu resserres. Toute la période de conception, on est là pour faire tester des trucs, quoi. Donc on se plante et tout ça, forcément, quoi. Donc souvent je donne l'exemple de Mario Galaxy. Mario Galaxy, par exemple, qui est quand même un bon jeu, non? C'est pas dégueu, ce truc, là. Considéré comme étant pas dégueu, ouais, C'est pas effectivement. Et non, mais blague à part, c'est un excellent jeu, c'est clair. Mais ils ont 80%, par exemple, si je parle que du level design, des maps qui ont été créées, ils ont tout jarté, quoi. Donc pour dire la matière qu'il faut sortir, tu vois, pour essorer et avoir les petites gouttes substantifier. Garder Bah que le ouais, jeu, ouais, non, mais vraiment. c'est ça, hein. Le nectar. Tu Ça, vas- je pense que c'est vrai Tu veux un bon jeu, il y a dans pas plein de de corps de coup, métier. Pas Ce de truc secret, de hein, dire, pas de secret, c'est sûr. tu produis beaucoup de choses, mais tu sais que tu vas en jeter beaucoup aussi. Il faut l'accepter. Oui, Aussi. non, mais tu le sais. Ouais, En fait, ouais. oui, c'est. Et en général, c'est pour le mieux. Ouais, bien sûr. D'où l'importance. Je pense qu'on a tout essayé, je pense, sur pas mal d'années là. Tous les formats de prod et tout, avec des conceptions plus courtes, des pré-prod plus longues, des prods plus courtes, et ainsi de suite. Là, ça fait l'accordéon dans tous les niveaux. Mais je pense que tant que t'as pas ton truc, t'as pas tes réponses, t'as pas fait tes preuves de concept, t'as pas testé de manière assez large pour être sûr que t'as la bonne variété de trucs, et voilà, et tu pars pas. Et je crois que c'est Pixar qui fait ça, hein. Pixar, ils font leur storyboard et compagnie. Eux, s'il faut rester 3 ans sur le storyboard, ils resteront 3 ans sur le storyboard, ils vont faire leur Et découpage. sur l'histoire et sur tout ça. Ouais. Et voilà, c'est un peu pareil, quoi.
tu transposes dans le jeu vidéo, c'est de l'interaction, c'est tout ça. Tout ça, il faut le tester, il faut s'assurer que ça marche. Il faut faire du playtest. Beaucoup de playtests en phase de conception. Le playtest, c'est pas à la fin que tu vas le faire, hein. C'est dans ces moments-là pour t'aider à trier ce qui marche, ce qui est cool, ce qui est déclinable, intéressant. Voilà. Parce on pourrait se dire, pour finir là-dessus, on pourrait très bien se dire, en fait, non, mais c'est bon, c'est du jeu vidéo. De toute façon, tu peux ajouter des trucs jusqu'au dernier moment. Donc, si tu as une nouvelle idée qui arrive, tu la rajouteras pendant la prod. Mais en fait, c'est pas. C'est là qu'Abdelak intervient. Qu'est-ce que c'est que ça Il arrive du ciel. Je la garde Il y en a qui ont essayé. Je la poserai. Non. Je poserai la question à Abdelak. C'est intéressant que tu parles du scope. Hein. Enfin, ce qu'on entend par scope, c'est le volume des choses. C'est l'étendue, l'étendue du. Et ça. Souvent on se plante, hein. C'est très difficile d'être juste, hein, sur le scope, d'évaluer un temps de jeu. On se dit tiens, on va faire par exemple sur Prince of Persia, ce qu'on estimait, je crois qu'on estimait à 11-12 heures, on est plutôt dans les 17 au niveau du main et ainsi de suite. Ça c'est t'écoutes un peu les devs dans toutes les boîtes, c'est toujours un peu délicat, mais c'est vraiment important d'essayer d'être au plus juste là-dessus parce que tu vas avoir plus de qualité, vaut mieux en faire moins et de qualité, quoi, voilà, qu'étaler, hein, on va dire, il y a rien de neuf sous les tropiques. Mais en tout cas, c'est avec l'expérience, tu dis, il faut vraiment arriver à scoper juste, quoi. Donc c'est pour ça que même très tôt en conception, c'est bien de commencer à définir le scope et à se poser des limites, mais vraiment s'y tenir derrière. Donc c'est pas le truc de dire un jeu de qualité, il fait jamais ça. Il se dit, il rajoute jamais jusqu'à la fin. Tu peux avoir, c'est parfois, je crois, mais je parle que de Pixar en fait. C'est un bon modèle. C'est énorme, ils leur donnent les 4 tickets là, genre les réals, ils ont le droit de faire 4 modifications majeures, machin, ce genre de trucs. Donc tu te dis, parce que parfois on le sait, hein. Parfois, tu as un truc qui peut vraiment changer l'expérience. Et bon, faut pas passer à côté non plus. Faut pas faut laisser la chance de changer. Carrément. Un peu, Mais bon, ça, faut le faire. Faut le rationaliser. Si tu veux arriver à la qualité, faut le rationaliser. Et le truc qui fait la qualité aussi, c'est vraiment s'il était un temps important derrière pour polisher. Oui, donc ça c'est. Mais ça, vraiment. Non, mais le temps au début pour bien se trouver, et le temps à la fin pour bien polisher. Et au milieu, ça une semaine. Ouais. Après, c'est vite tough. C'est ça. Tu prépares tes ingrédients, tu prépares ta recette et tout. Tu penses bien à ta recette. Tu la cuisines super vite et à la fin, tu prends le temps de bouffer. C'est ça, quoi. Thermomix. Ouais. En ce qui concerne le playtest, tu parlais de playtest à cette phase-là, à cette phase de conception, c'est vous qui testez ou c'est une équipe, c'est l'équipe QA ou c'est vraiment des joueurs lambda, enfin comme des bêta-testeurs? Tout le monde, hein. Tout le monde. C'est-à-dire que au jour le jour, tu fais tester, tu fais tourner dans l'équipe. Au bout d'un moment, c'est un peu biaisé quand même parce que tout le monde a un niveau, de maîtrise. Même si tu te rends pas compte, en jouant un peu tous les jours, au final, tu commences à être quand même sacrément skillé. Donc il faut aller le confronter aux autres joueurs. Donc ça peut être dans le studio ou ça peut être des gens à l'extérieur. Et dès la conception, bien entendu. Avec des profils de joueurs. Et là, quand on parlait de tester, se planter et tout, c'est aussi intéressant d'aller taper dans des profils de joueurs qui correspondent pas forcément à l'expérience que tu as. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Parce que là, tu peux avoir des sacrées surprises et tu as le temps de réorienter le tir ou d'intégrer des choses qui pourraient correspondre. Et d'entendre les retours et dire tiens, j'ai beaucoup aimé ça. Ah oui, merde, tiens, mais non, j'avais pas pensé, mais ça marche bien, quoi. Ouais, exactement. Oui, ou l'inverse, où tu te dis ça c'est génial, je suis sûr qu'ils vont adorer. Et puis en fait, pas du tout, quoi. C'est un flop direct. Et donc à ce moment-là, tu revois ta copie, quoi. Tu dis non. Est-ce que vous considérez que toute la core team doit être des bons joueurs ou est-ce que tu peux être mauvais joueur et être quand même avoir des retours pertinents? Moi, j'ai l'impression que c'est pas une question d'être bon ou mauvais joueur, c'est de penser aux joueurs. Ok. Enfin, c'est de se mettre dans la peau. Et ça, je pense que mais tout le monde en fait, c'est pas que la core team en fait. Chaque personne qui travaille à un moment donné dans le jeu, quel que soit son rôle, doit essayer de se mettre à un moment donné dans la peau du joueur et de se dire que ce soit, je sais pas moi, un level artiste qui va construire, tu vois, les décors d'une map de jeu. Faut qu'il essaye en fait, faut qu'il voit, il faut qu'il essaie de prendre du recul aussi par rapport à ce qu'il fait, se dire là par exemple est-ce que le joueur va bien comprendre qu'il faut passer par là? Est-ce que je sais pas, tu vois, le chemin que j'ai construit, il est bien visible?
etc. Quelqu'un qui fait de l'éclairage. Là, je parle de l'aspect artistique, mais En animation, c'était pareil. c'est tous les sujets, Mmh. tous les sujets. L'animation, tu sais très bien que c'est la même Ah chose. ouais. C'était Et un vrai truc, tu vois. Et je pense que dans beaucoup de départements, ouais. c'est le cas. On a un podcast qui, à la base, parle de l'animation, tu vois, Mmh. 3D, et on s'est toujours demandé pourquoi est-ce que c'est pas plus poreux que ça avec le JV. Et souvent, l'argument qui revenait, c'était ça, c'était qu'en fait, tu as des gens qui viennent purs artistes et qui veulent pas faire l'effort de penser gameplay et retour aux joueurs, tu vois. Mmh. Et du coup, tu as des animateurs qui sont incapables quand tu leur dis mais non, mais comment ça, j'ai une frame pour mettre un coup de poing, mais ça va pas, où est-ce que je mets mon Ouais, ouais. antique, où est-ce que je mets, c'est pas possible. Et en fait, voilà, ça Donc, t'es t'aide à obligé. faire des choix. Mmh. Ça, c'est important. Et puis après, les playtests, ça remet les pendules à l'heure aussi. Tu vois, justement, en disant, bah, OK, ça donne un feedback très clair sur ce qui marche pas, etc. Et voilà. Et quand est-ce que vos 2 métiers commencent du coup? Quand est-ce que vous êtes forcés de vraiment interagir tous les 2? Puisque du coup là, on essaie de se concentrer sur le world building vraiment. À quel moment il y en a un de vous 2 qui est coincé et qui dit: «Ah là, j'ai besoin de voir ce que Chris il a fait pour, pouvoir vraiment me projeter visuellement, donc qu'est-ce que ça pourrait donner?» Et inversement, où toi tu te dis: «Bon moi c'est bon, j'ai assez de blocs et de gameplay qui fonctionne, mais j'ai besoin d'un retour, j'ai besoin d'avoir quelque chose de visuel maintenant pour me projeter un peu plus». À quel moment vous allez Raviver ces vraiment blocs gris, dégueu. ouais. Ouais, bah, ça, les 2 aspects avancent en parallèle, hein, Mmh. donc ça se nourrit, l'un l'autre. Après, il peut y avoir des moments, bah, de blocage où, je sais pas, il y a des choses qui sont pas encore, définies sur la structure et tu as besoin d'en savoir un peu plus sur, bah, certaines spécificités de certaines areas en termes de gameplay ou je sais Certaines pas, zones et de voilà. jeu, ouais. Mais généralement, enfin voilà, ça se nourrit, Parce que il ça faut se nourrit on a naturellement, en fait, parce que, bah, quand, tu as une sensibilité, jeu, tu as une sensibilité, artistique, voilà, et tout ça, ça se enfin, mais tu ça as t'arrive, besoin tu besoin, moi, j'ai autant besoin d'une image, que de voir, de jouer à un jeu pour me nourrir, quoi, et au-delà de ou de lire l'inspi, un est-ce truc, qu'il y a quoi. un truc vraiment précis à un moment donné où JC tu vas te dire: «Vas-y, je prends un screenshot de ce qu'a fait Chris et je crobarde par-dessus» ou Bah, écoute, en fait, alors souvent, c'est même pas moi forcément qui vais le faire, hein, tu vois? Mmh. Il y a toute une équipe artistique, hein. Moi, j'ai beaucoup de relais, en fait, tu vois? Donc et des spécialistes de chaque domaine. Donc ça va être, de level art, l'éclairage, les personnages, Oui, mais et parce que cetera, et là, on cetera. parlait de la conception et en Et conception, vous avez pas ces ah, gens-là. pas en ouais, en Ah oui. conception, ouais, on crée quand même une team, qui va commencer justement à nous aider à prototyper les choses. Mmh. Si je parle de level art, donc qui est directement lié au level design, on va faire ce qu'on appelle des sample scenes, c'est-à-dire une petite scène, une petite scénette, avec les ingrédients, de tel ou tel décor, tu vois? Mmh. Sur un thème donné, quoi. Qui va être potentiellement le point de départ d'un kit qui va aider à construire ensuite, la map dans sa totalité, quoi. OK. Mais Heu, ça arrive un petit peu plus tard finalement. un C'est poil déjà plus la tard, ouais, conception, elle est déjà un poil bien plus tard, ouais, avancée. ouais. Je pense que parce Hem, que souvent on parle pendant la conception d'un prototype du coup, c'est un peu l'étape, suivante là de tout ce qu'on raconte, c'est au mmh, moment où tu commences à avoir ça et des briques qui se mettent ensemble et tu commences à avoir véritablement un proto. Ce qu'on appelle un prototype, donc un truc qui ressemble normalement beaucoup plus au jeu. Mais même là, on est encore très loin de, parce que les gens qui connaissent pas peuvent s'imaginer, tu vois, qu'il va y avoir des montagnes tout de suite, des rivières, des trucs, des machins, bon, il y a des softs qui aujourd'hui permettent de donner des blocs de base, on va dire, mais Ouais, ouais. Mais sur le prototypage, les protos, il y a à tous les niveaux, en fait, hein, ouais, parce que tu peux avoir un prototype dont la fonction, c'est, de, valider, par exemple, une mécanique de jeu. Voilà. Tu dis: «Bah, on veut valider, je sais pas, le shoot ou je sais pas quoi», et tu fais des prototypes autour de ça. Mais par exemple, si tu es dans un monde et tu dis: «La fonction du proto, c'est, de voir comment le joueur se dirige dans ce monde-là». Donc là, tu peux dire: «Bah, là, ça embarque pas que des notions, par exemple, de level design. Faut aussi, commencer à mettre, des points, visuellement identifiables et tout mmh. ça». Donc ça commence à intégrer des notions de visuel, de, de mise en scène, de lumière, tout ça, tout ce qui va aider le joueur à se diriger. Donc selon les prototypes, bah, ça embarque plus ou moins de monde, différents, métiers, en fait. Ouais. Qui est-ce qui, entre vous 2 se sert le plus puisque, parler un petit peu de ça aussi, des caméras?
C'est Son champ, son oui, cheval de c'est bataille. mon champ, c'est mon champ d'action. Qui est-ce qui, entre vous 2 va plus dire: «Bah, tiens, peut-être, est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser tel type de caméra, telle focale, tel mouvement, En parlant de la réal pure, quoi, et de l'intégration dans le jeu vidéo, la quoi. réal du jeu?» Mmh. Voilà, mais pour mettre en valeur Ouais. aussi bien le level design que Ouais, les designs, enfin que la beauté des choses, La caméra, il y a plusieurs façons d'utiliser la caméra. C'est effectivement, tu peux avoir une séquence purement narrative, où le joueur, à ce moment-là, ne joue pas, où il n'y a pas oui, une d'interactions, cinématique, voilà, une voilà, cinématique, et alors on ouais. utilise un langage cinématographique, on va dire. Ouais. Et après, tu as la caméra, effectivement, du jeu, où là, effectivement, c'est real time. Et puis cette caméra-là, elle est très, très dépendante, en fait, du format de jeu. Il se trouve que sur, Prince of Persia, qui est un Metroidvania, on a un point de vue bien particulier, c'est-à-dire qu'on est vu de côté, Mmh. et il y a un scroll qui se fait dans toutes les directions, mais vu de côté, en fait. Donc on a toujours quasiment le même point de vue. Et Christophe comme moi, enfin, au niveau Mmh. level design ou artistique, on doit jouer avec ça. Alors donc en même temps, ça nous fait un cadre bien particulier, puisqu'on se dit: «OK, l'image, c'est celle-là, c'est dans ce cadre-là que je dois représenter, en fait, l'action du joueur, le visuel qui va, et cetera, dans lequel on va le plonger». Et en fait, cette caméra-là, bah, c'est toute la finesse du truc, quoi. C'est essayer de faire en sorte qu'elle va nous servir plus qu'elle va, nous empêcher de faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Et Parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans, Prince of Persia, alors, mis à part le jeu en lui-même, c'est vraiment tout le côté décor et surtout en background. Ouais. Il y a je trouve qu'il y a eu un effort qui a été fait, pour avoir un background absolument dingue, et c'est pas vraiment la chose à laquelle enfin, qui est mise en avant parce que Mmh. on est focus sur son personnage, sur les ennemis, sur le coffre à aller chercher, la plateforme à Ouais. atteindre. Mais tout ce qui est derrière, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose bah, qui donnait justement le côté, heu, d'atmosphère, d'ambiance, Mmh. et justement vraiment au côté artistique, du jeu aussi. Bah, on a essayé de donner même si le jeu finalement a cette représentation, ça s'appelle du 2.5, tu vois? Ouais, Bon, D, la 2D voilà, c'est Unity, entre la 2D et la 3D, c'est de la 3D. C'est la 3D à 100%. Et bien donc sûr. en fait, on essaie de jouer, même du fait qu'on puisse pas déplacer l'angle de vue de la Mmh. caméra, bah, on va essayer de jouer sur la profondeur, et c'est de casser absolument ce côté justement 2D où tout est aplati, côté un peu, tu sais, fourmilière, tu vois, côté Oui, oui, vue oui, en oui. tranche, Vue de voilà, profil, ouais, vue de ouais, ouais. profil, et donc de donner quand même des points de fuite, des éléments de décor, qui sont au loin, et cetera. Donc content que tu apprécies même ça. Et de parallaxe même dans le et tout ça, foreground, bah, voilà, même dans le voilà, ouais, foreground. ouais, Et ouais. voilà, et même en 1er plan, et du J'ai coup, fait tu te dis: «C'est pas, je suis pas en train de voir un petit théâtre, en 2D, mais je suis à l'intérieur d'un monde qui a vraiment son existence, en 3D, quoi». Et il y a des profondeurs Et il y a différentes des suivant profondeurs, les mondes dans lesquels et alors on du est. coup, pour nous, ce qui est cool, c'est que justement quand même, du fait que la caméra est très contrôlée, et sur un axe comme ça, avec un point de vue, qui est toujours le même, ça nous permet de bien composer des images, et tu vois, de décider de ce que le joueur va voir ou pas à l'écran. Comme finalement tu crées un frame, tu vois, pour faire une illustration, et ça nous permettait justement de nous rapprocher le plus possible des concept art qui étaient faits en amont, au niveau de la Mmh. conception, Mmh. en disant: «Voilà, on a ce cadrage-là, on sait qu'il y a cet élément-là en arrière-plan, qu'au premier plan, il y a ça, et cetera». Et ça, on a une maîtrise de la caméra, ce qui est pas forcément toujours possible Oui. dans un jeu où tu as une caméra où si le joueur peut diriger la caméra à 360°, c'est plus toi qui contrôle la composition, tu Bien vois? sûr. Et là, Ça doit c'est être, d'autres Bah, ouais, problématiques à ça ce doit moment-là. être étonnant de Ouais. de se dire: bah, «Bon, je dois faire des concepts, mais en vrai, on verra peut-être jamais ouais, ça dans le jeu», après dans les trucs en 3D, c'est de chercher, comment tu guides le regard du joueur, en Ouais. fait. Ouais. Comment tu amènes Ouais. avec des lignes, avec des volumes, avec des espaces, tu guides le joueur vers le fameux cadrage que tu veux. Moi, juste sur la caméra, en fait, caméra, les backgrounds, les foregrounds, tout ça là, parce qu'effectivement, il y a différents types de caméras dans différents contextes. Mais, un jeu, ça, c'est toute une musique, hein, c'est un rythme et tout ça. Et justement, il y a des moments où il faut mettre certaines choses en avant, d'autres choses en avant, pour créer de la rythmique. Et bah, si on est dans une séquence, par exemple, de plateforme assez intense, voilà, là, la priorité,
la priorité, c'est de donner de l'anticipation aux joueurs, de la lisibilité aux joueurs. Donc là, quelque part, ce qui se passe dans le fond, on s'en fout. Et ça serait justement, c'est important de rester très épuré pour qu'il y ait une très bonne lecture en fait Mmh. des éléments. Mmh. Et après, tu vas arriver pour récompenser le joueur à la fin de ça. Ben là, tu arrives sur un Vista, tu as un beau background, et là, tu peux même te permettre, même si c'est un side view, Recule un de peu. reculer un peu la caméra, tout ça. Donc, c'est voilà, c'est. Petit travelling arrière. Non, mais tu as tout le système de base de caméra qui doit répondre aux différentes actions du joueur et s'assurer que c'est clair dans ton combat, dans ta plateforme, tout ça, que tu arrives à avoir une bonne lisibilité des obstacles, des ennemis et tout ça. Et après, si tu as des séquences un peu spécifiques et qui demandent une caméra particulière, par exemple en 3D, tu peux avoir, je sais pas, par exemple, tu montes sur une tour, tu as une caméra qui va te donner un peu plus d'anticipation pour anticiper les plateformes qui viennent, parce que avec le point de la forme, ça c'est caché. Et voilà, et jouer, s'assurer qu'on mette pas d'énergie là où c'est pas nécessaire, donc faire un très beau décor avec plein de trucs animés derrière, alors que le mec il passe à 300 à l'heure et il Et se qui s'arrête concentre même que. pas, Tu sais, c'est le truc du focus. Vous l'avez déjà vu, hein, cette vidéo du match de basket. Voilà, le mec il dit vas-y, regarde le match de basket. Tu dis ah ouais, tu vois, c'est un petit extrait. Tu dis ah, c'est cool. Et après il dit t'as vu le gorille? Testez, hein, lié sur le net. Et tu dis quoi, le gorille? Et t'as un mec habillé en gorille qui est là au milieu, qui fait le con. Bon, maintenant je le dis, c'est fini. Oui, mais on le Et sait, ton ouais. focus, il est sur les joueurs. Ouais, tu C'est vois pas exactement ça. C'est exactement l'éléphant au ça. milieu de la Donc pièce. c'est un peu dommage. Ouais. Et puis encore une fois, ça vient renforcer la lisibilité. Donc quand on a besoin de lisibilité, ça sert à rien. Donc ça, c'est tout le travail de ping-pong entre level design et level artist pour trouver le bon niveau en fait, voilà, qui va faire que ça répond à l'expérience qu'on veut donner aux joueurs à ce Et moment-là. du coup, toi, t'es obligé, excuse-moi Doc, Je t'es vous en- obligé de forcément de t'emparer de la caméra quand tu fais tes premiers protos, en fait. Puisque tu vas avoir besoin de lisibilité, pour vendre ton idée, pour que ce soit jouable, En fait, t'es un peu obligé de mettre des contraintes, t'es obligé de... oui, tout à fait. Mais, le but, c'est enfin, ça dépend du type de jeu, tout ça, hein, blabla, mais Ouais. l'idée, c'est quand même de se reposer au maximum sur le système de caméra de base, en fait, et qu'elle réponde au maximum de situations possibles, en fait, sur des anticipations de chute, machin, tout ça. Et le système de poids, où elle va te montrer l'ennemi et toi, elle va se décentrer légèrement. Mais tout ça, c'est le système pour éviter que les level designers aient besoin de venir à chaque endroit éditer, mettre des caméras spécifiques pour répondre à une situation. C'est là où Donc, toi, plus tu ton disais que t'as système- besoin de quelqu'un pour t'aider, en fait, à coder ça. Le comportement de la tout caméra. à fait, tout à Ouais. fait, voilà. D'accord, ok. Tu as certains contextes, certaines situations, tu prends pas la matière. Oui, mais situation, alors, et je pense que Doc, tu seras content. Ah ouais, c'est clair. Je ne le lance pas au milieu de Clair. l'arène, mais il m'a J'ai, dit, hier midi, il m'a dit, mais putain, pourquoi vous m'interrogez pas sur les caméras? les Je fais, bon, caméras, bah, non, les j'en connais camé- un qui serait bien les content. bah oui, caméras, carrément. ouais, c'est vachement intéressant d'en parler, et les caméras dans le jeu vidéo, c'est un putain de sujet, hein. Ah bah clairement, Tu surtout que c'est regardes le un joueur jeu, qui a le contrôle. je vous ai parlé de Mario Galaxy. Non, mais Mario Galaxy, c'est... Tu veux pas un truc sur Pixar? Oui, c'est ça. Pixar, hein. C'est le mec, il a que 2 trucs. Ah si, il y a Bubble Bobble aussi, c'est pour venir. Et non, c'est Mario Galaxy. En fait, ils voulaient. Ils savent que l'accessibilité dans les jeux de plateforme en 3D, c'est très compliqué. Donc, ils ont proposé une expérience, des points de vue en fait, qui essaient de faciliter. T'es quand même dans l'immersion 3D, tout ça, mais ils cherchent des points de vue. T'as pas besoin de contrôler la cam et tout. Donc, ils ont, je sais pas, de mémoire, 43 ou 50 systèmes de caméras différents. Donc, c'est un truc de malade. Mais quand tu joues et tu vois la fluidité du truc, tu vois rien, quoi. Ouais. Là, le travail, je pense que les mecs derrière, c'est des sacrés monstres, hein. Franchement. Oui, pour guider tout en n'étant pas sur des rails, mais en même temps en laissant une certaine liberté C'est ou ça. en En fait, tout cas une illusion de c'est liberté, naturel. quoi. Ton flow, il est naturel. Ouais. Tu vois, tu tournes autour de planètes, tu décolles, tu vas vers une autre et tout. Enfin, c'est malade mental. Et à aucun Eh moment, ben, t'as une t'es là, friction, quoi, où mais tu tu dis, dis, ah, je veux pas que la Ah, caméra, pourquoi elle a fait ça? Ça nous est tous arrivé. Ah, la caméra, pourquoi elle a tourné? voilà, Dans les jeux 3D, tiens, paf, elle c'est elle marrant rentre parce dans le que mur. Exactement. c'est marrant, tu as des contre-exemples parce que pour toujours rester chez Nintendo, Mario Sunshine qui était avant, c'était l'horreur sur les caméras. T'es là, bon, ils ont appris. Voilà. Ouais, Tu puis il y a voulais, ouais, enfin, juste, c'était pour dire que quand on construit, du coup, un décor, une map comme ça, il y a justement à partir de cet ordre d'importance-là, il y a une hiérarchie qui s'établit, quoi. Entre un élément visuel qui est, on va dire, qui est immersif, qui est esthétique, un qui est
essentiel parce qu'il crée un chemin, il oriente le joueur. On utilise même justement, il y a un côté aussi, comment? Des éléments, graphiques qui sont fonctionnels, qui sont là pour justement créer un appel, pour dire: «Attention, tu devrais peut-être regarder par là. Attention, là, tu On vas en pas avait pouvoir parlé. sauter, la distance est trop haute». Alors peut-être vous en avez parlé avec JB, mais effectivement, Exactement. Je il y pensais a que je parlais du et jaune ça, tout c'est un à truc l'heure. qu'on a, voilà, Ouais. qu'on a essayé de penser vraiment en amont, même à partir, dès les concept art, en fait, hein, en disant: «Bah, peut-être qu'il nous faudrait un code, un style de motif, une couleur que le joueur peut repérer, qui va lui servir de repère comme un fil d'Ariane, finalement, qu'il peut suivre, mais qui soit pas en même temps trop, in your face, quoi, que ça soit bien intégré à Un l'environnement». petit élément de background, par exemple. Et ça peut être Pourquoi un pas? élément de background, ça peut être un élément sur le chemin principal, ça peut être des tas de choses. Et puis ça, je parle que sur l'aspect visuel. Évidemment, il y a sur l'audio, sur, ouais, des tas de choses, Oui, je pense que de toute façon une bonne guidance, c'est le terme qu'on utilise, même ouais. si c'est hyper moche comme mot. Ouais, c'est vrai que c'est Guidance, pas ouf, mais c'est pas ouf Putain, et trop c'est, anglicisme. dans un monde, ouvert, on va dire, où tu es libre de naviguer comme tu le souhaites, c'est clair que c'est une accumulation de plein de petites choses qui font que, bah, c'est pas saillant du coup le joueur, c'est pas un gros trait dessiné au feutre là. Ouais. Et c'est ça c'est une guidance naturelle. Donc ça vient, on parlait de dessins animés, tout ça, de films où, bah, effectivement, tu as le cadrage, mais quand même tu guides le regard et tout ça. Même là-dedans, ouais. Même dans un Exactement, cadre. tu guides le Ah regard, oui, mais dans ta la frame. lecture est hyper importante, et la lisibilité, ce que disait Christophe, c'est le truc numéro 1, quoi. Mmh. En termes Ouais, de c'est sûr. visuel, c'est la lisibilité. Il faut tout, justement, dans ce truc de je Ouais. me mets à la place du joueur. Ouais, Est-ce que le joueur va bien voir ce que je suis en train de faire? c'est clair. Et en Est-ce qu'il va animation comprendre? et en Voilà. animation, enfin en film d'animation ou en série, c'est pareil. Est-ce que c'est lisible? Donc ça va être Ah oui, aussi. justement la caméra, l'animation, la lumière, Mmh. les couleurs, les contrastes, donc La du coup le compo, le compositing design. derrière. Enfin, Ouais, ouais. Ouais. il y a tellement de choses, donc finalement, c'est pas si loin. Mais oui, c'est pas si Eh loin. oui! Alors, on n'arrive pas très loin de la fin de la première, de l'émission, centrale. Donc maintenant on est arrivé à ce prototype, on est à peu près, hein, on était à peu près dans cette phase-là, on va dire. Avant de rentrer vraiment dans toute la phase production et cetera, donc on a déjà abordé avec toutes les émissions précédentes, qu'est-ce que vous si vous deviez donner 2, 3, 4 défis centraux que vous devez régler absolument avant de rentrer dans cette phase de production, ce serait quoi? Pour chacun de vos corps de métier, quelles sont les 3-4 briques que vous dites: «Putain, ça, il faut que ce soit réglé quand même avant qu'on attaque au moins à 80 tu vois? Peut-être pas, réglé à 100 mais Ouh là, tu veux attaquer ou? Je t'en prie. ils ont tous les 2 fait des gros yeux en mode: «Waouh!» Alors moi, je sais pas du tout, je travaille pas dans le jeu vidéo, c'est pas ce que je Ça fous sent là. la patate chaude. Qui êtes-vous, monsieur? Je vais parler de Pixar et comment ils font déjà, putain? Avec Et Pixar va faire Mario Galaxy. non, tu parles du coup en pré-production, ce qu'on appelle la pré-production. Ouais, parce qu'on Bah, en on fait, est on est là du coup pour ouais, parler de la conception et qu'est-ce qui arrive au bout de cette conception en finalement fait, et Ouais, ouais, OK. voilà, et tu c'est vois? ouais, OK. on va mixer, conception et pré-production Ouais, parce qu'il bien y a sûr. quand même les 3 phases, donc ce que je te disais, c'est qu'il faut, surtout tes en tout cas dans ma partie, enfin la partie gameplay, Mounir et tout ça, c'est, s'assurer que, on a prouvé, que, ça marche quoi. Prouver l'expérience qu'on veut donner, ça marche, c'est compris, c'est déclinable. C'est-à-dire que c'est intéressant, ce qu'on a proposé, ça va être intéressant pendant des heures de jeu et on va laisser suffisamment de place aux joueurs, pour s'exprimer à travers ça et on va pouvoir proposer à travers ces systèmes, ces mécaniques de jeu, suffisamment de variété pour, Pour éviter l'ennui, pour éviter l'ennui et voilà et tout ça et donc ça donc il y a cette Ça, c'est pour la partie-là. partie gameplay, ouais. Ouais, Et la partie après monde? sur plein de parties, hein, là je parle de ça, mais sur plein de parties. Heu, sur la partie monde, c'est pareil, hein, je veux dire, c'est avant de partir, il faut, au moins que tu aies prouvé, que tu as une boucle de jeu, voilà. Une boucle de jeu, on va dire à mi-terme à 3 heures, voilà, 3 heures. Tu dis, il y a le jeu vidéo enfin les jeux, c'est découpé en plein de boucles, hein. Il y en a, c'est à 2 minutes, plus ou moins longues, en fait et en gros que, si c'est sur, un jeu d'aventure, c'est pas sur l'ouverture d'un monde et on a démontré en fait que, à toutes les étapes de la boucle de jeu on avait toutes ces étapes-là et que cette boucle de jeu,
peut-être faut lui donner un exemple parce que c'est peut-être trop Non, abstrait. mais c'est En gros, la boucle, elle fonctionne Mmh. et elle est réplicable. On peut faire ça 3, 4, 5, 6 fois. Que ce Et soit un monde ouvert ou un monde à niveau peu linéaire, c'est importe, peu pareil. importe. En gros, une boucle, ça comprend des objectifs clairs, des motivations, des systèmes de progression, La guidance des dont on a évolutions, parlé. la guidance, ça comprend tout ça en fait. C'est ce qui vient de tout réunir. Donc là, la boucle, c'est l'expérience du joueur, quoi. Mmh. Donc ça, mais cette boucle-là, tu dis: «Ah, c'est cool, voilà, tu as 3 heures, ouais, c'est top et tout». Ça, il faut s'assurer que, on puisse le refaire plusieurs fois Mmh. et que chaque boucle soit cool, que chaque boucle, elle surprenne le joueur, que Ça sur, progresse. à Que le travers joueur ces progresse, que boucles-là, l'histoire tu quand même progresse, une bien sûr. progression, tout Mmh. ça. Donc tout ça, voilà, faut avoir des réponses là-dessus. Donc tu arrives à la fin de ta conception, tu as, ta boucle de jeu, voilà, tu as le principal et tu l'as éprouvé, tu l'as playtesté et tu as tes réponses. Et tu as déjà du coup un aperçu de la progression Bien potentielle. sûr, ouais, tu connais ton système de progression, tu as vu qu'à l'échelle de la boucle, ça marche sur les motivations, sur les choix que tu laisses au joueur dans sa progression et tout ça. Et toi, tu as du coup des arènes dans le moteur qui sont prêtes à réutiliser et à décliner ou En fait, tu as déjà un monde entier qui est prêt ouais, à être là habillé? sur la Comment? sur la boucle en tout cas, ça intègre quand même un peu tout. C'est-à-dire que tu Mmh. peux faire des prototypes qui sont très isolés. Tu dis: «Tiens, je vais tester des configurations de combat très différentes», tu vois? Qui vont adresser, je sais pas, tel combinatoire d'ennemis ou, des ennemis dans tel contexte avec tel modifieur, Plusieurs de la phases, verticalité, des verticalité, modifiers horizontalité. temporels, spatiales, peu importe. Tu testes ça, tu as testé ta difficulté, tu sais que tu peux faire des challenges très faciles jusqu'à très, très difficiles. Tout le système supporte bien ça. Mmh. Tu sais que ça, après, tu vas pouvoir les distribuer, tu vois? Voilà. Peut-être tu les as pas dans ta boucle là, mais tu en as distribué certains et dans ton monde, tu sais que tu as répondu à, la guidance. Le joueur sait s'orienter là-dedans. Le joueur sait identifier, hem, en gros des menaces, sait identifier ce qui est bon pour lui ou pas Des bon zones pour lui, en gros, d'intérêt, des zones zones de d'intérêt, danger. tout ça. Voilà. Tout ça, tu sais que, tu as testé. Alors tu peux tester dans plein de protos séparés, mais quand tu testes ta boucle, tu réunis tout. Mmh. Mais derrière, tu as plein en stock, tu as plein ce qu'on appelle des gyms, hein. Tu en as plein en stock et tu vas pouvoir après les distribuer derrière, et continuer. Et le OK. deuxième point hors gameplay, après je laisse parler, c'est sur les outils. Parce que quand on parle, les outils, c'est hyper important Ouais. et il faut que tu sois, quand tu pars en tout cas en prod, tes outils soient prêts, pour répondre à la cadence de la prod. Parce que la prod, c'est censé accélérer, donc ça veut dire que tu as éprouvé la manière dont tu vas construire des niveaux, la manière, on en parlait juste avant de venir là avec les JC, la manière dont tu vas construire, ton monde, Ce qu'on a tendance à appeler le pipeline en CG, par exemple. ouais, ton workflow, Ouais, en c'est ça, gros, c'est- mais Oui, tes le outils, workflow, vraiment ouais. tous tes outils qui vont te permettre, d'aller beaucoup plus vite, Mmh. en fait et surtout aller beaucoup plus Oui, vite. tu réinventes pas la roue à chaque fois que tu Ouais, crées un personnage. encore une fois, le jeu vidéo, c'est de l'interactivité. Donc l'interactivité, tant que tu testes pas, tu sais pas si ça marche. Ça, faut pas se leurrer, hein. C'est sûr, il faut que tu testes. Donc il faut pouvoir se tromper. Donc pouvoir se tromper, ça veut dire pouvoir tester un maximum de itérer. configurations différentes. Mmh. Donc tes outils, il faut qu'ils supportent ça. Mmh. Et même qu'ils supportent en prod. Parce que sinon, en prod, tu vas figer trop vite et tu risques de passer à côté de vraiment de bonnes choses, en fait. Et donc il faut que tu aies encore cette place-là. Donc il faut Tout que en tu ayant penses de la tes- variété, du coup. Exactement, mais il faut que tu penses tes outils en amont pour qu'ils supportent ça, c'est-à-dire que en minimisant bien sûr, mais puis tu puisses itérer le plus tardivement possible. Au plus tard tu peux itérer, au mieux tu as de la qualité, hein, quoi. Oh c'est beau, je crois Oh que là là, ouais, c'est bon, hein. oui, c'est beau, c'est beau. Waouh! Merci Je crois que c'est, John Lasseter qui ah non, on n'a plus le droit de parler de John Lasseter. Ouh, le cancel. Non, Shigeru Miyamoto, voilà. Et du coup, j'y sais. Ouais, qu'est-ce que je pourrais rajouter? En fait, D'un point de vue artistique, Ouais, du coup, t'es- visuel et... quand tu arrives à la fin de... En fait, tu valides le fait que tu vas rentrer en prod. Donc, faut que un certain nombre, non pas de certitude, mais enfin d'intuition que, OK, je sais où je vais, quoi. Donc, au niveau artistique, par exemple, on aura établi, tu vois, une grammaire visuelle. On sait à peu près, voilà, à quoi va ressembler tel ou tel élément, comment les maps vont être à peu près construites. Après, c'est un langage, en fait. Donc, ce langage-là, Mmh. finalement, il faut qu'il soit effectivement Comme une défini. bible, un peu, Voilà, c'est une bible. C'est OK. Après, c'est des mécaniques finalement qu'on va, comme en LD, qu'on va essayer de réappliquer ensuite, de décliner.
Ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis après, c'est exactement ce que disait Christophe, c'est comment on va le faire. Et c'est très important aussi. Donc, effectivement, tous les outils, les choses qui vont permettre d'itérer, de construire. C'est des choses qui vont évoluer de toute façon, qui vont Bien sûr. aussi en prod, hein, qui Ça vont continue de s'affiner, quoi. voilà, qui vont s'affiner, etc., etc. Mais OK, tu as quand même une vision relativement claire de où tu vas, quoi. Oui, tu étais plus Du dans ta phase de recherche, voilà, tu es avec plus des en références mode, qui traînent et des flottant. trucs, ouais. Tu as certainement, on aura à ce moment-là, tu vois, défini à peu près, toutes les zones du jeu, sont déroulées, grosso modo. Peut-être la liste de tous les ennemis, des objets, des choses, même s'il en restera encore à définir. Mais enfin, on aura une espèce d'overview de l'ensemble. On se dit: «OK, on a fait un petit bout finalement, qui nous sert de témoin à éprouver le truc et maintenant on va rentrer en prod, quoi». Et là, on Et va tant qu'on n'a pas eu cette étape-là, tant qu'elle n'a pas été validée, ça sert à rien d'entrer en prod, effectivement, Là, on quoi. va scoper tout ça. On y reviendra dans le CG Beers. Je me les suis Mmh. gardés parce que le scope, c'est tout un sujet, je pense. Et on n'a pas beaucoup parlé de budget non plus, mais c'est pas plus mal. Ça laissera la place à Abdelak Bien sûr. dans la prochaine Au émission pour producteur, c'est le répondre de la producteur partie qui, lui, budget, etc. eux, ils s'en foutent Oui, du oui, pognon. Eux, ils créent. Eux, ils fabriquent, voilà, c'est des Je artistes. savais même pas qu'il y avait un budget. Bah, c'est ce qu'on m'a dit la semaine dernière. Il paraît qu'en fait, Un but quoi. On va passer à la petite interview offset. Alors, c'est une interview que j'ai nommée OK Boomer. Oula, attention, ça commence bien. ça commence bien. Attends, Alors. je bois un coup. Ouais, C'est de l'eau, vas-y, je précise. Hein. c'est de l'eau pour Pour le l'instant. moment, ouais. Alors, petit disclaimer, attention, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos d'un boomer. Voilà, non, je précise, Les questions sont dites comme si tu étais un vrai comme si boomer. j'étais un vrai boomer. Je vais prendre une petite voix comme d'habitude. Oh, à mon époque, les jeux, ils étaient terminés. Il n'y avait pas de DLC, il n'y avait pas de patch Day One, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh ben, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. On peut pas- Non, mais bien, Et du bien coup, par entendu. rapport à votre point de vue, Remettre en cause ça. Bah oui, c'est sûr que c'est notre responsabilité d'arriver proposer un jeu qui est fini, qui est de qualité quand il sort. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est l'objectif, t'as raison, c'est un devoir en fait. Ouais, Et par contre, c'est vrai que à mon époque, un jeu était fini et sa vie s'arrêtait aussi par la même occasion. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de faire vivre quelque part un jeu, tu vois? Et ce qui était sur une période qui peut être très longue parfois, hein. Il y a plein d'exemples là aujourd'hui, de jeux en ligne ou autres qui ça fait, des années, peut-être 10 ans, plus. bizarre, bonjour. Ouais, voilà. Et Oui, je trouve ça aussi hyper intéressant, oui, quoi. carrément. Voilà. Mais sur cette partie, c'est clair. Mais en tout cas sur le côté profiter de la possibilité de faire des mises à jour. Alors c'est bien, hein, on Ouais. peut arranger des choses et tout. C'est bien quand ça te permet aussi de régler des problèmes. Tu as quand même des retours de joueurs et tout. Tu peux affiner l'expérience. Tout ça. Ouais, oui. Mais alors peut-être je me trompe et tout, mais c'est quand même les boules, je trouve. Si tu te dis, je viens d'acheter un jeu et j'y joue, et putain, un mois après, les mecs, ils ont changé certaines features qui rendent le jeu plus intéressant. Tu dis, ouais, j'ai pas joué au bon moment, quoi. Ce qui se fait beaucoup avec les early access aujourd'hui, par Ouais. exemple. Ah ouais, mais alors c'est différent, là. Parce Ouais, que mais Early Access, la frontière Early est- Access, tu sais, en fait. Ouais, La frontière est moins fine Non, en ce je trouve moment. pas, hein. Tu payes moins Hades cher un 2, Early Access pour y accéder plus tôt, et parce que tu sais que c'est en développement et que tu vas pouvoir faire des feedbacks sur le On en développement. reparlera dans le Et CG quelque Beers. part, Il y a du débat. quelque part, c'est un moyen de t'intégrer à ça, quoi. Oui, bien sûr. bien Alors sûr. que quand tu vas, Disons que le contrat est payer- clair. Ouais, voilà. Moins. Mais bon, c'est voilà. Mm. Mais pour aujourd'hui, faire des jeux vidéo, c'est vraiment très très compliqué. Les jeux sont très gros, c'est complexe, quoi. C'est des interactions, c'est de l'interaction dans tous les sens. Donc tout tester, les jeux immenses, si on prend les gros bébés, là, GTA et consorts, bah, t'imagines pour tester ça, c'est un truc de fou. Donc forcément, on est arrivé à des tailles de jeu, c'est très difficile d'arriver avec le truc nickel, parfait, zéro bug, aux petits oignons et tout ça. Donc voilà. Cyberpunk. Après, bonjour. Cyberpunk qui est un putain de bon jeu, quoi. Il y a un putain de Et bon qui, jeu. pour qui le coup, est sort sorti. tout- et ouais. une Et bad ben buzz parce que après, et voilà, les mecs, on sait pas pourquoi. Il y a d'autres les paramètres, pressions, quoi, il y a qui d'autres rentrent, paramètres qui ouais, rentrent en ligne de compte. Mais la complexité fait que, donc c'est bien d'essayer de
de réfléchir, nous, devs, comment on peut changer notre approche. On parlait de scope tout à l'heure, tout ça, pour arriver à des choses qui sont c'est-à-dire que tu arrives avec un truc plus raisonnable, mais qui est bien foutu, bien ficelé, et effectivement, tu peux le faire évoluer derrière. Mais il faut que le socle soit ultra solide, quoi. Ça, c'est clair et net. tu continues pas à designer, changer des features core de ton jeu quand il est sorti. What the fuck. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que souvent on associe le scope à l'ambition. En disant, plus le scope est grand, plus le jeu est ambitieux. Mais en fait, pour moi, tu peux vraiment décorer les deux, en fait. Tu peux être très ambitieux sur un jeu dont l'étendue va être beaucoup plus réduite, en fait. Là, Pour en savoir plus, il faudra attendre le CGB. Hein. Oublie pas ce que tu as à dire, parce que je pense que c'est hyper important. Mais je me le note et on y revient juste après. Alors du coup, vous m'avez un peu répondu à ma deuxième, c'est « Oh, les jeux de maintenant, c'est trop compliqué, il y a plein de boutons, faut connaître 250 combos, etc. » Oui, mais tu sais, jeune boomer, il y a aussi beaucoup d'options d'accessibilité maintenant. Tu as joué à Prince of Persia ? Oui. Il y a plein d'options d'accessibilité. C'est un bon boomer. Je suis pas bon. Il y a le Non, mais en tout cas, c'est marrant parce qu'on en parlait avec Mounir tout à l'heure. On regardait les gamins qui jouaient à Fortnite à Cafette, là. Et moi, j'ai pas joué. Hein. Il me disait c'est hyper complexe tout ça, de rentrer dedans et tout. Il y a cette complexité-là, mais eux, tu es boomer, tu le sais. Hein. T'as cette capacité justement de tout assimiler et tout ça, et après d'être à l'aise avec cette complexité-là, quoi. C'est toujours pareil, c'est la manière dont, l'accessibilité, c'est un pote, Emmerich, toi, qui donnait cet exemple à un moment. C'était une voiture, c'est quand même de Game Baker, ouais. Et une bagnole, c'est hyper compliqué quand même, une bagnole à conduire, tu vois. Mais après, on y arrive tous, quoi. Donc voilà, donc c'est la manière dont tu vas amener ça. Voilà, on va t'apprendre des choses et après, ça va devenir des automatismes et ça va devenir super accessible, alors qu'en fait, derrière, c'est hyper compliqué. Donc tout ça, c'est des questions d'accessibilité. Mais nous, notre travail de designer, c'est de faire en sorte que ce soit le plus intuitif possible, la prise en main, bien entendu, elle soit la plus naturelle possible, et que le joueur découvre par l'expérimentation, par son expérimentation, et qu'on ne prenne pas trop par la main. Parce que ça, c'est chiant pour le coup. Voilà. Je suis nostalgique des bandes d'arcade, pas vous ? Si, complètement. Pour le coup. Pour quelle raison, en fait, en vrai? Bah, tu sais, je pense que c'est la petite Madeleine de Proust, quoi, en fait. La borne d'arcade, d'ailleurs, j'en ai une chez moi, mais mais du coup, ouais, il y avait une ambiance, une atmosphère, comme on disait tout à l'heure, quand on se rappelait nos souvenirs, qu'est-ce qui nous attirait là-dedans. Bah, moi, je me rappelle, voilà, j'étais gamin, j'allais c'était soit des fêtes foraines, ou tu sais, des fêtes de village où tu avais le camion qui arrivait avec toutes les bornes, soit dans des salles de jeux. Les salles d'arcade. Voilà, et salles d'arcade à Montpellier, en l'occurrence. Et il y a une atmosphère, il y a une odeur, tu vois. Il y a, tu sais, ça sent les circuits, tu vois, mélangés avec la fumée de cigarette. C'est génial. Et la bière renversée, enfin, tu vois, il y a tout ça. Le son, voilà, donc moi, c'est des souvenirs qui te marquent. Les premiers jeux, je pense, auxquels j'ai joué, jeux vidéo, c'était sur une borne d'arcade. Je me souviens, c'était ma sœur, moi j'avais m'amené, c'est ma grande sœur, et moi je montais sur un tabouret, tu vois, pour jouer à Space Invader. Et voilà, et ça te marque, voilà. Et donc oui, nostalgique de ça. Enfin, nostalgique, c'est pas une nostalgie, c'est juste un... si, c'est une nostalgie. Si, ouais, si, Ouais, ouais, si, une nostalgie, tout peut-être, pareil, ouais. il y a quand même une Ouais. nostalgie parce que, comme tu dis, il y a le côté, il y a le contexte, en fait. Le contexte de la salle, tout le monde joue. Puis en fait, il y a les nouveautés qui arrivaient. T'arrivais là et tu prenais des putains de claques sur claques. Ouais. Sur Ils ont Street reçu Fighter, ça, qu'est-ce que ouais, c'est ouais, que ce ouais. truc, quoi. Et tu voyais l'évolution, en fait, aussi technologique. C'était quand même vachement avancé et tout. Et puis, c'était des trucs de fou. Et ouais, c'est une atmosphère qui était... voilà, forcément, les trucs qui te marquent quand t'es jeune, ça, c'est ce qui te construit aussi, qui nous a amenés aux jeux vidéo. Donc forcément, Un ça peu manque. comme le cinéma aussi, tu vois, il y a une période, en fait, aussi, où c'était là que tu voyais les meilleurs trucs. T'avais pas, chez toi,
des consoles qui étaient capables de faire des dingueries comme aujourd'hui. Et le cinéma, c'est un peu pareil. Il y a eu une phase où, à un moment donné, si tu voulais voir des effets spéciaux et une image de zinzin et du son Atmos, fallait que tu ailles en salle. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de choses qui se rapprochent de plus en plus en termes de home cinéma ou de matériel son et image qui en fait réduisent aussi cet intérêt entre guillemets techno. Là, je rebondis sur ce que tu dis, tu vois, sur ce truc il y avait un attrait de dire putain mais t'as entendu la nouvelle borne qui est arrivée, tu vois, le truc de fou. Alors qu'aujourd'hui, très social aussi. le nouveau jeu qui vient de sortir, il est sur Steam et puis voilà, tu le prends sur ton PC, c'est parti. Mais par contre, le côté social, ouais, Bah, c'est tu sais, clair. tu peux transposer ça dans plein d'autres domaines. Exactement. Les disques. Ouais. Ah Ça fait combien de temps que t'as pas acheté un disque? Ah bah oui, là, ça commence à faire, ouais. Bon, voilà. Sauf si effectivement, je sais pas, tu collectionnes les vinyles ou un truc comme ça. Voilà, mais sinon, voilà, il y avait ce truc-là. Tu vas chez le disquaire et puis tiens, il y a cette nouveauté qui est arrivée, tac, le vidéoclub. Bon. Alors, On est bien dans cette on discussion de est- boomer. on est dans les Boomerland, quoi. Tu sais, vraiment, là, on y est. Là, ouais, c'est sûr. Les mecs qui jouent à Fortnite en bas, là, ils seraient bien en train de se foutre de notre gueule. Bon, on va s'arrêter là. Je vais en garder un petit peu Ok. sous le coude. J'en ai encore 2 pour le CJ Beers. Ok, Donc, très bien. si vous voulez écouter le reste de cette interview Offset OK Boomer, et puis si vous voulez continuer à écouter JC et Christophe nous parler de tout ça, de la conception, de le design du jeu, vous n'avez qu'à être Patreon À Biped. partir de 1 euro par À émission, partir de 1 1 euro, c'est euro. que dalle. C'est même pas le prix d'un café. Ah, même pas. Alors Bah, si, plus ça va être maintenant. le prix d'un café dans un petit bled. Ouais. Pour le mid, ça va être le niveau mid, c'est quoi? C'est un café. C'est un café avec Un en café plus dans une bonne, la petite sucrète. dans une ville un peu importante. Voilà. Et puis le dernier, c'est un café Un dans la Starbucks. banlieue. Ouais, c'est un Starbucks. Starbucks, c'est banlieue parisienne. Voilà. On n'a pas encore fait le niveau Paris de Mago. Champs-Élysées. On va peut-être le faire niveau de Mago Platinum. avec 15 balles ou 40 balles le kawa. Bref, merci infiniment. Merci, les Jean-Christophe et Christophe Merci de à nous vous. avoir parlé de merci vos beaucoup. métiers. Et puis, on va continuer avec le CJ Beers, effectivement. Et voilà, merci encore. Votre émission sera certainement complémentaire de celle de la semaine prochaine, du mois prochain pour nos auditeurs, Complètement. évidemment. Donc, merci encore d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Merci. Gros bisous, les bipèdes. Ciao les bipèdes.